Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un guide pratique pensé pour les professionnels qui débutent. Accompagner les jeunes hyperactifs et en crise. Oui, un guide dont l'objectif est vraiment clair. Aider les éducateurs, les enseignants, enfin tous ceux qui accompagnent ces jeunes. Des jeunes qui peuvent présenter un TDAH, des troubles du comportement, des difficultés de concentration, parfois même en lien avec un trouble du spectre de l'autisme, un TSA. Tout à fait. Et le message de fond, c'est vraiment de dépasser cette étiquette un peu facile de jeune difficile ou ingérable. C'est ça. Le guide insiste bien. Ces comportements, ce ne sont pas des choix. Non, c'est le reflet d'un fonctionnement cérébral différent. La neurodiversité, comme on dit maintenant. Et ça change tout pour l'accompagnement. Parce que les méthodes classiques, elles sont souvent inadaptées. Inadaptées, voire contre-productives. Elles peuvent même empirer les choses, en fait. Le guide utilise une image assez parlante, un cerveau dont le système de freinage serait un peu défaillant. Oui, où les émotions débordent et l'attention papillonne, sans contrôle volontaire réel. Alors notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de décoder un peu ces comportements et de voir les outils que propose ce guide. Prête? Allons-y. Par quoi on commence? Par la base, comprendre les troubles eux-mêmes. Le TDAH d'abord. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça touche quand même 5 à 7% des enfants. Et ça ne disparaît pas toujours à l'âge adulte, c'est ça? Non, ça persiste souvent. Le problème central, c'est une altération de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est-à-dire, c'est un peu le chef d'orchestre du cerveau. La capacité à planifier, à réguler ses émotions, à freiner ses impulsions. Le guide parle d'un chef d'orchestre un peu erratique, c'est ça? C'est une bonne image, oui. Ça aide à comprendre. Et ce TDAH, il a plusieurs facettes. Le guide insiste là-dessus. D'abord, l'inattention. Oui, cette difficulté à maintenir son attention, surtout si la tâche est perçue comme répétitive, ennuyeuse. On voit ça avec les oublis, les pertes d'objets. Exactement. Le guide fait le lien avec la dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation, de l'attention. Le réservoir se viderait plus vite pour les tâches moins stimulantes, en quelque sorte. Intéressant. Deuxième dimension, l'impulsivité. Ah, l'impulsivité. Agir avant de réfléchir, couper la parole, prendre des décisions un peu vite sans peser les conséquences. Là, c'est le frein mental qui est moins efficace. C'est ça. Ça vient d'un fonctionnement différent du cortex préfrontal, la zone qui gère l'inhibition. L'image de la voiture au frein défaillant est assez juste. Et le troisième volet, c'est l'hyperactivité motrice, quand elle est présente, bien sûr. Oui, ce besoin constant de bouger, de gigoter, de parler. Et là, le guide dit attention, attention, ce n'est pas pour nous embêter. Non, surtout pas. C'est une forme d'autostimulation. Le mouvement aide le cerveau à rester éveillé, à maintenir un niveau d'alerte suffisant. Ça augmente peut-être la dopamine d'ailleurs. Donc, interdire de bouger, c'est une mauvaise idée. C'est souvent totalement contre-productif, oui. D'accord. Après le TDAH, le guide aborde les troubles du comportement. Oui, en insistant bien sur le fait que c'est toujours l'expression d'une souffrance. Ça vient d'une interaction complexe entre la neurologie, l'environnement, l'histoire du jeune. L'opposition systématique, par exemple, ce n'est pas juste pour défier. Non, le guide la présente comme une tentative, souvent désespérée, de reprendre un peu de contrôle sur un monde qui paraît chaotique, imprévisible. Et les crises de colère explosives, ces tsunamis affectifs. C'est lié à une grande difficulté de régulation émotionnelle. Les émotions sont là, intenses, et il n'y a pas de filtre, ça submerge. Et quand ça va jusqu'au passage à l'acte violent, Là, le guide dit que le système est complètement débordé. Le cerveau passe en mode survie. Le raisonnement n'est plus du tout accessible à ce moment-là. il y a aussi l'évitement, la fuite, comme le refus scolaire. Oui, et il faut voir ça comme une stratégie de protection. Le jeune essaye d'échapper à une situation qu'il sent insurmontable, souvent pour éviter l'humiliation de l'échec, encore et encore. Tout ça, ça doit avoir un impact énorme sur l'école. Évidemment, l'environnement scolaire classique, rester assis, écouter longtemps, le bruit, l'agitation, peut être vraiment difficile pour eux. Et la concentration qui fait le yo-yo. C'est typique, difficile sur les cours classiques, mais parfois un hyper-focus incroyable sur un jeu vidéo ou un sujet passionnant. Le vrai problème, c'est de diriger cette attention où on veut, quand on veut. Le guide parle aussi de la mémoire de travail. Oui, cette capacité à garder des infos en tête pour travailler avec. Suivre une consigne longue, par exemple. Si elle est déficitaire, ça explique les oublis constants, le fait de perdre le fil. Et l'organisation, la planification, le cauchemar. Souvent, oui. Gérer son matériel, anticiper les devoirs, c'est très compliqué.
Et pour rendre les choses encore plus complexes, il y a souvent un lien avec le TSA, l'autisme. Oui, la comorbidité est fréquente. Ça donne de profils vraiment spécifiques où les difficultés s'additionnent ou interagissent. Comme la rigidité de pensée du TSA qui se heurte à l'impulsivité du TDAH. Exactement. Ça peut créer beaucoup d'anxiété interne ou les difficultés de communication sociale du TSA qui sont amplifiées par l'impulsivité. Sans parler des particularités sensorielles. Ah oui, l'hyper ou l'hyposensibilité au bruit, à la lumière, au toucher. Ça rajoute une couche de complexité au quotidien de ces jeunes. Comprendre tout ça, c'est la base. Mais le guide va plus loin. Il nous plonge au cœur de la crise. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? C'est fondamental de comprendre ça pour ajuster notre réaction. Le guide décrit une sorte de court-circuit. Un court-circuit. Oui, le cerveau reptilien, celui de la survie, combat ou fuite, prend le contrôle. Il court-circuite le cerveau des émotions, le limbique et surtout le néocortex, celui du raisonnement. Donc le jeune est vraiment en mode survie. Littéralement. Et l'amygdale, notre détecteur de menaces, est hyper réactif chez ces jeunes. La moindre frustration peut déclencher l'alerte rouge. C'est ça. Une frustration, un imprévu, une remarque. Et hop, l'alarme sonne, le cerveau est inondé d'hormones de stress. Cortisol, adrénaline. Et pendant cette tempête, le cortex préfrontal, notre tour de contrôle. Il est KO, hors jeu. C'est pour ça que raisonner quelqu'un en pleine crise, lui dire « calme-toi », c'est inutile. L'image du guide est forte. Demander à quelqu'un qui se noie de faire de la natation synchronisée. C'est exactement ça. Le raisonnement est inaccessible. Et cette cascade neurochimique, ça peut prendre du temps à redescendre. De 20 minutes à plusieurs heures parfois. C'est fou de réaliser à quel point ils sont dépassés par eux-mêmes dans ces moments. Quels sont les déclencheurs les plus fréquents, selon le guide? La frustration arrive en tête, oui. Elle peut s'accumuler comme une cocotte minute. Et puis, Les imprévus, les changements, surtout s'il y a un TSA avec ce besoin de prévisibilité. La surcharge sensorielle aussi, c'est énorme. le bruit à la cantine, la lumière trop forte. Exactement. Ou trop de monde, trop d'agitation. Les conflits avec les autres aussi, souvent liés à des malentendus, une hypervigilance. Et des facteurs plus généraux comme la fatigue ou la faim. Essentiel. Ça diminue énormément la capacité de régulation, qui est déjà fragile. Le guide dit aussi qu'il faut différencier les types de crises. Oui, ce n'est pas tout pareil. Il y a la crise de colère classique, l'explosion. Il y a le meltdown autistique, qui est plutôt un effondrement par surcharge. Il y a aussi les crises d'angoisse. Oui, avec des symptômes physiques très forts. Et, plus rarement, les crises dissociatives s'il y a eu un trauma. Comprendre la différence aide à mieux réagir. Et pour ne pas être pris de court, on peut repérer des signaux avant. Oui, et c'est là que l'observation fine est cruciale. Physiquement, l'agitation qui monte, la mâchoire qui se serre, le visage qui change de couleur, la respiration, Comportementalement, la voix qui monte, les répétitions, le retrait, plus de gestes répétitifs, le regard fixe, et émotionnellement, l'irritabilité, les pleurs, le repli, ou au contraire chercher l'attention négative. Faut être attentif à ces petits signes. cette tempête cérébrale, c'est vraiment impressionnant. Ça change complètement la perspective sur l'intervention. Le guide insiste beaucoup sur la posture de l'adulte. Qu'est-ce qui est essentiel? Le point de départ absolu, c'est notre propre calme. Rester calme soi-même. La corégulation. La corégulation. Oui, le système nerveux du jeune, qui est en surchauffe, a besoin de s'appuyer sur celui de l'adulte, plus stable. Il faut avoir ses propres techniques pour gérer son stress. Respirer, s'ancrer. Voilà. Et se dire, ce n'est pas personnel. La crise n'est pas contre moi. Facile à dire. C'est un entraînement, c'est sûr. Le guide parle aussi de contention physique, si besoin. C'est-à-dire, Si le jeune se met en danger ou les autres, un geste protecteur, ferme mais pas violent, en expliquant ce qu'on fait. Je te tiens pour que tu ne te fasses pas mal. et surtout ne pas répondre à la provocation. Surtout pas. Ne pas crier plus fort, ne pas menacer. Ça ne ferait qu'aggraver. Au-delà du calme pendant la crise, quelle autre posture est importante? Le cadre. Un cadre clair, prévisible, rassurant. La structure externe aide à contenir le chaos interne. Des règles claires, visuelles si possible. Oui, et cohérente, appliquée pareil par tout le monde. Et la prévisibilité, c'est clé. Savoir ce qui va se passer réduit l'anxiété. D'où l'intérêt des emplois du temps visuel, des timers, Et il faut répéter, j'imagine. sans cesse, à cause de la mémoire de travail. Mais le guide parle de souplesse dans la fermeté.
C'est-à-dire? Pas rigide, mais constant. Exactement. Maintenir le cap, mais adapté. Accepter qu'un jeune ait besoin d'aller dans le coin calme avant de faire un exercice, par exemple. Ne pas être dans le tout ou rien. Pour cette sécurité, les rituels sont importants aussi. Essentiel pour structurer le temps, gérer les transitions, souvent des points de friction, un rituel pour se dire bonjour, pour passer d'une activité à l'autre. Des check-ins émotionnels, des pauses. Oui, intégrer la régulation émotionnelle dans la routine, ça aide le cerveau à changer de vitesse plus sereinement. Et un dernier point sur la posture, valoriser. La valorisation des réussites, même minimes, et de façon authentique, spécifique, immédiate. Mettre l'accent sur l'effort, pas juste le résultat. Donner des exemples concrets. Bravo, j'ai vu que tu as réussi à attendre ton tour, ou tu as senti la colère monter et tu as utilisé ta technique pour te calmer, c'est super. Et adapter la façon de valoriser à chaque jeune. Tout à fait. Certains préfèrent un clin d'œil discret, d'autres ont besoin de plus. L'important, c'est de nourrir cette estime de soi si fragile. Ok. Après les bonnes postures, le guide alerte sur des erreurs à ne surtout pas commettre. Laquelle vient en premier? La punition sans explication, sans lien logique. C'est inefficace, voire traumatisant. Le jeune ne comprend pas. Non, il se sent juste puni, injustement traité. Ça renforce l'idée qu'il est mauvais. Il faut bien distinguer l'acte, ce que tu as fait n'est pas OK, de la personne, tu es OK, mais ce comportement ne l'est pas. Donc, si sanction il y a, elle doit être expliquée et logique. Oui, le fait, la conséquence, la sanction, si possible réparatrice, l'objectif, apprendre. Et éviter les trucs absurdes comme priver de récré un hyperactif. Autre erreur majeure, Rompre le lien après la crise. C'est terrible pour le jeune. Il a besoin de sentir que l'adulte est toujours là, que le lien tient bon. la mise à distance, l'évitement. Ça confirme sa peur d'être trop difficile, ingérable. Maintenir le lien, c'est crucial pour sa sécurité affective. Et l'isolement. Le fameux « va dans ta chambre Le guide met en garde contre l'isolement systématique sans accompagnement. Un jeune en crise a besoin de co-régulation, pas d'être laissé seul avec son angoisse. ». Ça peut même être dangereux. Oui, ça peut augmenter l'angoisse, mener à l'automutilation. C'est très différent d'un espace de retrait choisi où un adulte reste disponible à proximité. Et dernière erreur pointée, Minimiser ou ridiculiser la souffrance. Les arrête ton cinéma, c'est pas grave, c'est invalidant, ça nie sa réalité. les comparaisons aussi. Regarde les autres, eux ils y arrivent. Destructeur. Et bien sûr, le sarcasme, les moqueries. À bannir. Ils sont hyper vigilants au rejet. Ok, c'est clair. Passons à la boîte à outils concrète. Comment prévenir les crises en amont? Observation fine d'abord. Repérer les déclencheurs, les signaux. Tenir un journal peut-être. Puis anticiper. Aménager les situations à risque. Préparer au changement. Et la régulation sensorielle préventive. Oui, prévoir des pauses mouvements, un coin calme, des outils proprioceptifs, Et proposer des activités médiatrices. du sport, des activités créatives. Voilà. Sport adapté, arts plastiques, musique, bricolage. Des choses qui permettent d'évacuer les tensions positivement. Mais si on sent que ça monte quand même, comment désamorcer? Plusieurs options. La diversion, changer de sujet, proposer autre chose, un peu d'humour si ça passe. Le choix limité, Pour redonner un peu de contrôle? c'est ça. Tu préfères faire ça maintenant ou dans 5 minutes. Proposer l'espace de retrait ou guider une respiration si c'est une technique connue du jeune. Et pour aider à la concentration, surtout à l'école. Plein de choses. Aménager l'environnement. La place dans la classe. Autoriser les fidgets. Un coussin dynamique. Un casque. Découper les tâches en petits morceaux. Des micro-pauses, un timer visuel. Exactement. Planifier des pauses actives pour bouger. Et utiliser beaucoup de supports visuels. Code couleur, picto, checklist, carte mentale. Pour aider la mémoire et l'organisation. Le guide parle d'une boîte à outils sensorielle. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Plein de trucs possibles. Un ballon-siège, une couverture lestée, un casque anti-bruit, des objets à malaxer, un timer, des lunettes de soleil. Il faut tester ce qui aide chaque jeune à se réguler. On voit bien que c'est un accompagnement sur mesure. Et le guide le dit, on ne fait pas ça seul. Le travail d'équipe est crucial. Indispensable. La collaboration entre tous. Éducateurs, enseignants, soignants. La cohérence est la clé. Éviter les messages contradictoires. Chacun apporte son expertise. C'est ça, le pédagogue, le clinicien, l'éducateur au quotidien. Et il faut une communication fluide entre tous. Et l'équipe inclut la famille, bien sûr. Fondamental.
Il faut soutenir les parents, souvent épuisés, culpabilisés. Leur donner des infos, psychoéducation, des outils, guidance parentale, Viser la cohérence maison-institution. oui, et ne pas oublier les frères et sœurs. Ils vivent des choses aussi, ils ont besoin d'être entendus. Le guide mentionne aussi les partenaires institutionnels. Oui, le travail en réseau est essentiel. L'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse si besoin, les CMP, CMPP pour le suivi et le diagnostic, les CESAD pour l'aide à domicile. Tout un réseau pour tisser un filet de sécurité. Si on devait résumer le message clé de ce guide, Je dirais que c'est, et derrière chaque comportement difficile, chercher le besoin non exprimé. Besoin de sécurité, de régulation, de contrôle, de lien, de reconnaissance. et le rôle du pro, c'est de décoder ça. Oui, décoder et aider le jeune à trouver des moyens plus adaptés pour répondre à ce besoin. C'est moins gérer un problème que répondre à un besoin. Ça demande une posture de persévérance, d'observation. Et de confiance dans le potentiel du jeune. Adapter le cadre, ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître la neurodiversité pour permettre les progrès. Un cadre solide, mais souple. Le guide reconnaît d'ailleurs que c'est un travail exigeant. Très exigeant, mais passionnant. Et il insiste, les professionnels doivent prendre soin d'eux pour tenir sur la durée. Le soutien d'équipe est vital. Absolument. Et pour finir, le guide nous laisse avec une question un peu provocatrice, peut-être. Oui, une question pour élargir la réflexion. Et si notre société, au lieu de voir ces comportements comme des problèmes à régler, les voyait comme une communication? Une communication sur une différence neurologique, sur des besoins non satisfaits. Voilà. Qu'est-ce que ça changerait à notre regard, à notre façon d'inclure? Ça ouvre la porte à une inclusion plus authentique, non? Une inclusion qui respecte vraiment la neurodiversité. C'est sur cette belle question qu'on termine notre exploration d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous.